Ouvrez les livres aux enfants. Comment redémocratiser la lecture? Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, produit avec la collaboration d'Avril Ventura, réalisé par Perret Legras. Marie-Claire Oumabadi en assure la prise de son. Et donc dans cet épisode, nous allons réfléchir à la démocratisation de la lecture, un enjeu éducatif et culturel, et nous allons d'ailleurs tenter de le redéfinir, cet enjeu qui mobilise de nombreux acteurs et actrices du monde du livre, maisons d'édition, bibliothèques, librairies. Nous en parlerons à l'occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, le grand événement de la littérature enfantine qui souffle ses 40 bougies en novembre 2024. L'occasion aussi de nous demander, avec sa directrice Sylvie Vassalo, bonsoir. Bonsoir. De nous demander donc comment défendre la lecture quand le temps consacré aux écrans est 10 fois supérieur à celui passé dans les livres. Nous passerons en revue d'autres données et chiffres sur les jeunes lecteurs avec vous, Réchina Tchondo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du Centre national du livre, à l'origine de plein d'initiatives pour promouvoir la lecture et pas qu'avec les jeunes. Ensemble, nous évoquerons aussi des nouvelles pistes donc pour lire. Je le disais, nous sommes tous concernés, faire relire les enfants qui lisent peut-être un petit peu moins, mais on en tient des chemins. Vous les tracez, vous, Laetitia Véniat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditrice et pas seulement. On va décrire votre puissant CV dans un instant. Je reconnais que nous ne sommes pas avares d'anniversaire par les temps qui courent dans Être et Savoir. Et je voulais commencer avec un centenaire, figurez-vous, le centenaire de la première bibliothèque jeunesse. Car ouvrir la lecture aux enfants, à tous les enfants, fut une grande conquête portée par des bibliothécaires dans les années 20 du XXe siècle. On en a parlé avec Hélène Vallotto, conservatrice en chef et responsable du pôle jeunesse et patrimoine de la magnifique médiathèque. Alors, il y a beaucoup de magnifiques médiathèques en France, mais c'est vrai que la médiathèque Françoise Sagan, elle est très très belle à Paris, où l'on célèbre donc les 100 ans de l'heure joyeuse, donc première bibliothèque pour enfants, et on célèbre ces 100 ans à travers une exposition qui se tient jusqu'au 23 mars 2025. À quoi bon lire? L'occasion de se poser plein de bonnes questions. Si vous allez voir cette expo, vous rencontrerez sûrement Cécile Chagnon, la très sympathique et pédagogue bibliothécaire qui m'a ouvert la visite de l'expo et avec qui j'ai commencé ce reportage. Déjà, la première chose qu'on voit, c'est donc la banque de prêt avec laquelle l'heure joyeuse a ouvert il y a 100 ans. Et nous, on a toujours au premier étage de la médiathèque les tables et les chaises du mobilier initial. Avec les petits tiroirs et les petites fiches par ordre alphabétique. On a aussi les petites fiches, donc c'était le classement par ordre alphabétique. C'est quoi le coffre derrière? Alors le petit coffre, c'est un coffre qui a été envoyé juste après la Seconde Guerre mondiale. Plein de petits livres que les enfants états-uniens ont envoyés aux enfants français. Et l'affiche là derrière nous, elle a 100 ans. Alors oui, c'était celle qui a annoncé justement l'ouverture de l'heure joyeuse. Alors, c'est la première bibliothèque pour enfants en France au sens strict, c'est-à-dire il y avait déjà des sections enfantines, un petit peu, ça avait un coin ou une table dans un coin avec quelques collections pour enfants, mais il n'y avait pas de bibliothèque dédiée à l'enfance et il n'y avait pas de lieu pensé pour eux. Néanmoins, ça existait déjà dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre. C'est ce modèle-là que les comités américains, donc le nôtre, c'est le Book Committee on Children Libraries, qui est présidé par Caroline Griffiths, dont on a un portrait à l'entrée de l'exposition, qui propose à la France et à la Belgique, au sortir de la Première Guerre mondiale, dès l'armistice signé quasiment, d'aider à créer une bibliothèque pour enfants. Le contrat est assez clair. Les Américains apportent le mobilier à taille d'enfant. Grosse révolution parce que nous, on n'avait pas eu l'idée de faire ça. Donc, on n'avait pas de mobilier à taille d'enfant et c'est quand même plus pratique pour intéresser les enfants d'avoir des chaises à leur taille. Ils assurent la formation des premières bibliothécaires parce que c'est un métier à inventer. Ils assurent la première dotation en livres. L'heure joyeuse de Paris ouvre avec 2000 livres. Et la ville de Paris fournit un local et s'engage à prendre le relais pour payer les bibliothécaires au bout d'1 an de fonctionnement. Les Américains payent 1 an de fonctionnement et après, ça permet à la bibliothèque de devenir totalement municipale et d'être intégrée au réseau. Et donc, c'est ça qui assure finalement sa pérennité dans le temps. C'est vraiment le modèle de la bibliothèque moderne. C'est parce qu'on a du libre accès. Ce qui semble évident aujourd'hui, c'est que les enfants peuvent aller se servir tout seuls en rayon. Et le fait aussi qu'il y ait une classification américaine, la classification Dewey, qu'on utilise toujours, qui permet de regrouper les collections documentaires par grand domaine du savoir et d'apprendre aux enfants à utiliser ces classifications. Il n'y a pas d'informatique, évidemment, donc il y a les fameux fichiers
Et comme ça peut sembler un peu rébarbatif, et que le modèle américain, c'est more home than a school, donc plus comme à la maison qu'à l'école, on veut s'éloigner du contexte un peu obligatoire de l'école et du côté qui peut être rébarbatif. Il faut que ce soit un lieu agréable, donc fleuri, lumineux, décoré avec des cadres au mur. Et les Françaises vont ajouter le modèle français. On est en pleine pédagogie nouvelle dans l'entre-deux-guerres. Et donc, elles apportent le fait que les enfants participent au fonctionnement de la bibliothèque. On est dans un lieu public plus qu'éducatif, c'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre et de sociabilité enfantine, un lieu mixte dans tous les sens du terme, c'est-à-dire les filles et les garçons se rencontrent. On vient sans papa-maman, puisqu'on vient à partir de 5-6 ans quand on est capable de lire et de signer son nom. Et les adultes, c'est seulement 3 bibliothécaires dans la salle, et les enfants sont un peu pas en autogestion, mais voilà, ils ont leur petite vie à eux, ils sont libres de se parler, de se rencontrer. L'école n'est obligatoire que jusqu'à 12 ans au début de leur joyeuse. Et donc, il y a énormément d'enfants après 12 ans qui fréquentent la bibliothèque, mais qui sont déjà dans la vie active. Donc, ils viennent pendant leur pause entre 2 services d'apprenti pâtissier, après avoir fait leur journée d'apprenti typographe, comme garçon boucher. Et donc, on a plein de petits témoignages collectés là-dessus où, en fait, ils sont là, ils sont pris par les 3 mousquetaires, ils veulent absolument savoir la fin, mais zut, le temps est écoulé, il faut qu'ils retournent travailler. Et vraiment, c'est... Le temps libre, c'est le jeudi, le jour où il y a l'heure du conte. On a du coup des photos de Charles Aznavour qui était élève à l'école du spectacle toute proche et qui venait jouer des spectacles à l'heure joyeuse. Paul Fauché, le père Castor, vient tester ses albums sur les petits lecteurs de l'heure joyeuse. Et les enfants rencontrent des grands écrivains et communiquent avec eux via les bibliothécaires. Ils leur écrivent des lettres pour demander la suite d'un livre. Donc dans l'exposition, on a une affiche qui s'appelle « Les bonheurs d'un livre » qui raconte tout ce qu'il faut faire pour qu'un livre se porte bien et vive le plus longtemps possible à la bibliothèque. On a un protège-livre dessiné par Pierre Belvès pour le père Castor qui dit « La joie de créer, le bonheur de lire ». Cette idée joyeuse, elle est très présente et c'est vraiment une image de la bibliothèque moderne qui va avec ce nom finalement. Et ça fait partie aussi des quelques bibliothèques qui n'ont pas été rebaptisées par la ville de Paris, l'Heure Joyeuse. Elle s'appelle toujours l'Heure Joyeuse et on ne peut pas changer ce nom-là. France Culture. Être et savoir. Louise Touret. Alors Sylvie Vassallo, est-ce que le salon du livre et de la presse jeunesse, donc qui s'ouvre le 27 novembre, c'est aussi une façon de faire vivre une heure joyeuse ou plusieurs heures joyeuses? Est-ce que c'est un espace, comme le décrivait Hélène Vallotto, bibliothécaire, de rencontre, mais aussi de liberté? Et cette idée de liberté qu'on associe au livre, je la trouve extrêmement intéressante. Finalement, en écoutant, je me disais qu'il y a 100 ans et on a gardé cette philosophie beaucoup dans le monde du livre de jeunesse, cette idée de joie, cette idée de jeu aussi autour de la littérature de jeunesse, l'idée de faire du moment de lecture un moment de plaisir, un moment de partage, un moment de rencontre, un moment convivial. On est très loin de la lecture silencieuse à la maison ou aussi très loin des difficultés C'est pas mal en scolaires même pour temps certains parfois. enfants. Oui, c'est bien, mais je pense que Mmh. quand on est enfant, bien sûr, c'est important aussi de savoir se concentrer dans la lecture. On en parlera peut-être. C'est quelque chose qui est en jeu aujourd'hui, la capacité de concentration des enfants avec les livres dans le monde actuel, le fait de savoir faire des pauses, de créer des bulles de lecture autour d'eux. Mais pour aller vers la lecture, la dimension, en tout cas un salon comme le nôtre, a une dimension événementielle qui permet aux enfants de se sentir en amitié avec les livres, en proximité, en complicité avec les livres, avec les héros, avec les auteurs. Et je crois que cette dimension spectaculaire et joyeuse, elle est très importante pour construire des parcours de lecteurs. Ça fait pas tout, mais c'est un bout du parcours de lecteur. Parce que ce salon, c'est un événement. D'ailleurs, il y a toujours énormément de presse autour du salon du livre et de la presse jeunesse. La presse jeunesse, c'est pas, c'est pas pour qu'on fasse de la presse, c'est parce qu'il y a aussi cette lecture qui est très importante, des journaux, des magazines destinés à la jeunesse. Aussi une lecture. Cette année, il est gratuit. C'est une optique de démocratisation Oui, il était pas mal gratuit, mais pas pour les complètement. classes, pour les groupes.
pour les personnes qui habitent en Seine-Saint-Denis, puisque le département de Seine-Saint-Denis est coproducteur de l'événement. Mais on a voulu enlever un obstacle symbolique. Il y a beaucoup de personnes pour qui, d'une part, l'idée de payer, et parfois le fait de payer est vraiment très compliqué. Pour nous, le premier pas, c'est celui de se sentir accueilli, de montrer que ce salon est ouvert et qu'il est ouvert à toutes et à tous. Et on s'est dit que la gratuité était une dimension vraiment importante. Et on a ajouté une deuxième dimension qui est le fait que ce salon progresse vers l'accessibilité universelle, c'est-à-dire de dire à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont en difficulté ou en situation de handicap, que ce salon est aussi ouvert pour eux. Donc on a mis en place une série de dispositifs pour les y accueillir. À l'inclusion, c'est un des grands sujets aujourd'hui de la lecture et on va tout à fait y revenir. Régine Atchondo, alors je vous ai déjà salué, je redis que vous êtes présidente du Centre national du livre, le CNL. Chaque année, vous publiez une étude sur la lecture et les jeunes avec des chiffres assez frappants. J'en ai cité un, 10 fois plus de temps. Alors c'est toujours un peu paniquant d'ailleurs de les lire, ces chiffres, 10 fois plus de temps sur les écrans que dans les livres. Je ne vais pas tous les donner, peut-être aurez-vous envie d'ailleurs d'en citer d'autres, mais comment ne pas paniquer à la lecture de ces données? Oui, dans nos études, lorsqu'on communique sur notre étude des jeunes et la lecture qui a lieu tous les 2 ans, et l'année où nous n'avons pas d'études sur les jeunes et la lecture, on réalise une étude sur les Français et la lecture, Oui. donc c'est à partir de 15 ans. On constate effectivement tous les 2 ans le déclin des jeunes et de la lecture, et d'ailleurs des adultes aussi. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi les adultes, sachant que les adultes sont aussi des modèles lorsque les enfants sont petits, et que d'ailleurs les enfants se plaignent parfois d'une certaine solitude lorsque les parents passent beaucoup trop de temps sur eux-mêmes, leur smartphone ou leurs écrans. C'est des études qui effectivement sont toujours un peu glaçantes, en tous les cas la dernière l'était, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit très justement, on constatait que les enfants passaient 10 fois plus de temps sur leurs écrans que du temps à lire. L'étude précédente, qui était donc il y a 2 ans, pardon. Buvez un petit peu. Oui, pardon. Alors, le temps de lecture, on peut préciser pour les 16-19 ans, c'est 12 minutes en moyenne par jour. C'est plus chez les filles que chez les garçons, avec une énorme différence, parce qu'on parle de 12 minutes, mais c'est 17 minutes pour les filles et pour les garçons. Ces différences, elles sont anciennes. On les retrouve étude après étude. Donc, le genre, la catégorie sociale aussi. Oui, les filles ont toujours plus lu que les garçons. Aujourd'hui, d'ailleurs, les grandes lectrices sont aussi chez les adultes des femmes, plus que des hommes. Les genres littéraires ne sont pas les mêmes. Et ce que l'on constate d'année en année, c'est aussi le rapport à la lecture qui n'est plus du tout le rapport refuge. Et notamment, nous avons beaucoup dans notre étude... Pardon, j'ai une canne de tout. Alors... Toussez tranquillement. Moi, je vous propose de reprendre votre souffle, mais ça peut arriver. Laetitia Véniat, du coup, vous n'avez pas encore parlé, et c'est une occasion comme une autre de vous donner la parole. Vous êtes éditrice, vous êtes maître de conférences associée en littérature de jeunesse, parcours métier du livre à l'Université du Mans, chargée de projet à Voulsup avec Sciences Po Lille, et on va y revenir. Vous êtes très mobilisée pour démocratiser, redémocratiser, je ne sais plus comment le dire, la lecture qui perd du terrain. Comment vous analysez les chiffres qu'on vient de donner? Peut-être pour commencer en complétant les propos de Régine Atchondo, qui donc revient sur la baisse de la lecture. Et comme elle le disait, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La baisse de la lecture, on la constate depuis les années 70, et aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, la société a énormément évolué en proposant d'autres formes de friction, d'autres formes de récits qui ne sont plus en fait cantonnés au livre lui-même. Donc les enfants, en fait, au lieu de se réfugier finalement dans le livre, de pouvoir s'y évader. Alors il y a une étude CEDRE, qui a eu lieu il y a 2 ans, qui montre en fait que la valeur refuge, elle existe encore chez les enfants. La première, c'est quand je lis, j'apprends. La deuxième, c'est quand je lis, c'est pour m'évader, mais ça c'est surtout dans les classes sociales moyennes et les plus élevées. Et puis la troisième, c'est pour m'informer. Donc on en vient à ça.
on parle en fait du temps qui est passé sur les écrans, aussi bien par les parents que par les enfants. Les enfants, c'est pas qu'ils ne lisent pas sur les écrans, mais c'est qu'ils ne lisent plus la même chose et qu'ils ne lisent plus de la même façon. On est dans une société Mais c'est qui le est rapport très à la informationnelle. fiction qui a changé. C'est ça que Tout à fait. vous êtes en train de m'expliquer. Tout à C'est fait. qu'au départ, il y avait plus de fiction, donc y compris le cinéma, la télévision et ces supports en images qui sont très importants. Mais aujourd'hui, avec les écrans, ce qui ne veut un peu rien dire, mais on comprend qu'on se détourne en fait des histoires, des récits Parce qui... qu'on les retrouve sur les écrans. Oui, C'est-à-dire d'accord. que quand on regarde tous les best-sellers qui sortent, on va prendre des livres comme Labyrinthe, Divergente, Harry Potter, etc. Soit c'est dérivé en film, soit c'est dérivé en série. Il y en a même qui sont dérivés en animé. Et puis, il y a aussi toutes les écritures de fanfiction qui sont énormément lues. Il y a des chercheurs qui travaillent dessus, mais on n'a pas encore forcément tous les éléments. On a pu déjà en parler Voilà. dans cette émission. C'est un grand secteur Tout à fait. de l'édition avec finalement des lecteurs qui écrivent, ce qui C'est est ça. assez intéressant également. Régine Atchon, vous avez pu retrouver votre souffle? Ça va Je suis mieux? désolée. Bon, non, mais tout va bien pour moi. Est-ce que d'autres chiffres vous frappent? D'ailleurs, faire la promotion de la lecture, est-ce que c'est devenu plus compliqué dans un environnement où, oui, on parle des jeunes, bon, ici, à Être et Savoir, on parle d'éducation, mais les adultes sont les premiers aussi à lâcher l'objet livre et le fait de lire et aussi de se plonger dans les fictions. Oui, le fait aussi de lire à leurs enfants, c'est-à-dire qu'on reste toujours quand même dans une perspective où tous les jeunes qui ont encore une lecture du soir par un des parents deviennent des lecteurs. Donc ça, c'est la bonne méthode. Si on cherche une piste, là, on la connaît, on sait qu'elle existe. Même constat, Sylvie Vassallo? En fait, quand on décortique un petit peu, si on essaye de sortir, enfin pas de sortir des chiffres, mais de s'appuyer sur les chiffres et de s'appuyer sur les enquêtes qui montrent des tendances de long terme, puisque en gros, on sait que par exemple à l'adolescence, il y a une rupture par rapport à la lecture, vous l'avez dit, les garçons, les filles, etc. On a des tendances de long terme qui apparaissent depuis un certain temps. Quand on essaye de décortiquer les raisons pour lesquelles des enfants ne seraient pas lecteurs, il y a des raisons, il y a une dimension genrée, il y a des grosses questions sociale qu'on voit pas très bien et sur laquelle je vais revenir parce que la question que posait Régine sur le rapport des parents aux enfants et c'est vrai que toutes les enquêtes sociologiques montrent, mais depuis des dizaines d'années, que la lecture se transmet par mimétisme et que le temps de lecture entre les parents... Mais c'est bien pour ça qu'on parlait des adultes. Exactement, et que le temps de lecture des parents aux enfants, avec les enfants, c'est un temps de partage, d'émotion, de plaisir qui va bien au-delà de la question de la lecture et du livre lui-même, qui a un temps de sociabilité familiale. Et en fait, quand on décortique et qu'on voit ça, par exemple, nous, on a mis en place un projet qui s'appelle Des livres à soi, qui est un projet d'inscription de la lecture dans la parentalité, c'est-à-dire qu'on donne confiance aux parents dans leur capacité à lire des livres, même quand ils ne sont pas en capacité de les lire réellement, c'est-à-dire de lire le texte en s'appuyant par la corporalité et la lecture de l'image. Donc en fait, quand on décortique, on voit qu'il y a des solutions pour aller vers la lecture. Mais je voudrais la décomposer un petit peu, cette problématique de l'adulte et de l'enfant. Est-ce que ce qui fonctionne le plus, c'est de lire des livres à son enfant, ce que vous semblez dire, Sylvie Vassallo, ou de lire soi-même? Évidemment, le mieux, c'est les deux. Mais est-ce que lire soi-même, par exemple, si on n'est pas passionné par le fait de lire des histoires le soir, je ne parle pas du tout pour moi. Cette question m'intéresse. C'est pour ça que je parlais de l'exemple mimétisme. suffit? L'exemple, en tout cas, l'exemple compte. Alors, je vais dire une chose qui peut paraître d'une évidence absolue, mais qui n'est pas tant que ça. Si vous n'avez pas de livre à la maison, vous avez moins de chances d'en rencontrer que si vous en avez. Donc, ne serait-ce que d'avoir des bibliothèques à la maison, c'est quelque chose d'important. De lire soi-même, c'est important. Et tout à l'heure, quand on parlait du temps passé sur les écrans, mais quand on voit les parents, le temps que les parents passent sur un écran, en fait, eux-mêmes transmettent ce mimétisme de l'écran. Mais donc, est-ce que votre salon du livre et de la presse jeunesse, il doit s'adresser aux parents? Mais il s'adresse aux parents, absolument. C'est bien ça. On s'adresse aux enfants directement et on s'adresse aux parents. On les invite à venir, on les accompagne si c'est difficile pour eux. Par exemple, on a une opération nouvelle cette année qui s'appelle Opération Solidarité. Et on a levé des fonds pour avoir des chèques lire pour les familles et les enfants et les parents qui viennent accompagnés par des structures de lutte contre la grande pauvreté, comme ATD Carbone, la Fondation de l'Armée du Salut, le Secours Populaire. On reçoit des familles, on les
conduit dans le salon, on achète des livres avec eux, parce que le fait d'acheter des livres, d'avoir des livres à soi, d'avoir des livres qu'on amène à la maison, d'avoir des livres qu'on a choisis, c'est aussi le début d'un parcours de lecteur. Oui, il faut absolument s'adresser aux parents, faire bouger aussi les parents. Et puis peut-être sur la question du numérique, on a encore beaucoup de travail à faire tous ensemble pour repérer ce qui, dans les écrans, peut être aussi un acte de lecture. Moi, ce que j'ai trouvé plus inquiétant dans l'enquête du CNL, c'est le fait que quand les jeunes sont sur des écrans, ils déclarent faire plusieurs choses en même temps. Ça ne m'étonne pas. Donc quand ils lisent. Quand ils lisent, c'est vrai. Voilà. Enfin, c'est vrai, oui, vous le savez, puisque c'est votre étude. Mais... Et c'est un vrai sujet parce Ça, c'est une que catastrophe. la lecture, en fait, en quoi la lecture permet de se construire? Elle permet de développer des imaginaires, d'ouvrir d'autres mondes, etc. C'est pour ça qu'on a choisi le thème de rêve général, nous, cette année. Mais la lecture, elle permet aussi de construire une pensée linéaire, de construire une pensée. Et quand on fait plusieurs choses en même temps, ça développe certaines compétences, mais en tout cas pas cette linéarité-là qui est utile à beaucoup d'endroits dans la vie pour un enfant, dans la vie d'enfant et après dans la vie d'adulte. Voilà, donc c'est exactement ce que je voulais Virginie dire. Achondo. Excusez-moi C'est sur pour cette, ma quinte de tout, mais attention abîmée. sur les chiffres, sans donner trop de chiffres, on a un adolescent entre 16 et 19 ans sur 3 qui déclare ne pas aimer lire. Donc là, c'est quand même un chiffre aussi qui ne cesse de croître. Et puis, comme le disait très justement Sylvie, dans l'étude, ce qui était le plus, je pense, inquiétant, c'était cette absence totale de concentration, avec le fait à la fois de lire un livre, mais de faire plein de choses en même temps. Et le plein de choses, c'est les réseaux sociaux et les vidéos sur YouTube en grande majorité, ce qui retire de la concentration et qui empêche de se laisser embarquer dans le récit, donc dans l'imaginaire. C'est aussi un frein à la compréhension. Donc ça multiplie les risques d'ennui, parce que si vous comprenez moins bien l'histoire que vous lisez, parce que le vocabulaire vous échappe et que vous êtes en permanence en train de regarder une vidéo sur YouTube, de répondre sur des réseaux sociaux, par essence, vous n'êtes pas dans cet état qui fait que vous puissiez apprécier le livre, le récit, et aussi enrichir votre vocabulaire, donc votre capacité de compréhension. Et au fond, ce sont là, je pense, les chiffres qui étaient les plus inquiétants. C'était 1 sur 3 entre 16 et 19 ans qui déclarent ne pas aimer lire. Et c'était la question de la multi-activité alors qu'on est supposé lire un livre. Et je pense que cette question se pose pas seulement aux enfants et aux ados, évidemment. Laetitia Véniat, je me tourne vers vous, mais la question est un petit peu ardue, peut-être, enfin peut-être pas, vous me direz. Qu'advient-il des causes un peu molles? On est tous d'accord sur le fait que les enfants devraient plus lire, que les ados devraient plus lire, et c'est peut-être ça le drame, c'est-à-dire que c'est très consensuel, on sait que voilà, ça baisse, mais après, c'est difficile de se mobiliser tout le temps, c'est peut-être difficile aussi pour les enseignants ou pour les parents de maintenir quelque part le combat, là où il n'y a ni adversaire, et même pour les ados, finalement, lire, oui, tout le monde est pour. Peut-être qu'il faudrait en fait pas décentrer la problématique. C'est-à-dire que moi, là, quand j'entends mes voisines, quand je vois la problématique en fait de l'émission, j'ai l'impression qu'on a le livre et les ados autour. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre l'ado au centre et les livres autour ? Et la question du lire autour. Dans le cadre de mes missions à Sciences Po Lille, donc en fait Sciences Po Lille a une histoire avec la démocratisation de l'accès aux études supérieures depuis assez longtemps, depuis 17 ans. Avec des programmes de démocratisation, avec l'éducation prioritaire. Voilà, avec les REP, les REP+, les zones rurales isolées. Chaque année, on va accompagner à peu près 1000-1100 jeunes à la préparation des concours. Et moi, en fait, avec la branche AVULSUP, qui est portée aussi par l'Université de Lille, on m'a demandé d'aller plus me confronter au terrain. Et j'ai eu la chance, en fait, quand je suis arrivée à Sciences Po Lille, que le directeur de l'époque me demande « Laetitia, à quoi rêvez-vous » Et en fait, moi, je lui ai dit 2 choses. Je rêve de répondre aux besoins du terrain et je rêve de me mettre à la hauteur des élèves. Je voulais retrouver du sens, en fait, à ce que je faisais. Et ça donc, m'a amené à créer certains projets, à les expérimenter, autour de la lecture, évidemment. Et puis, à un moment, on voit, ça prend, mais ça prend pas comme on le souhaitait.
Et du coup, je me pose avec l'IUT de métier du livre de Tourcoing, Florence Rio, Romain Orioli, Céline Tellier. Je me pose avec des partenaires parce que des libraires, des documentalistes, des enseignants en français, des profs doc. Je contacte Tom et Nathan Lévesque qui ont déjà travaillé sur un projet. Donc, j'ouvre les horizons. Je contacte l'Agence régionale du livre et de la lecture. Je contacte l'Association des éditeurs des Hauts-de-France. Je contacte la DSDEN parce qu'il y a un besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait pour ces ados, en fait? Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais un très mauvais point de départ. C'est-à-dire que je prenais tous ces ados comme les mêmes lecteurs que moi, les mêmes lecteurs que mes enfants, que les enfants de mes copains qui voilà, ont des vies quand même un peu sympas. On des livres chez eux. Voilà, qui ont des livres chez eux à la maison. Et en fait, je ne me mets pas à hauteur d'un enfant qui rentre à la maison et qui n'a pas de parent qui va lui lire une histoire, parce qu'il n'a pas de livre à la maison, parce que la seule rencontre qu'il fait avec le livre, c'est dans le cadre de la scolarité obligatoire. Et comme disait un collègue il n'y a pas très longtemps, là, mercredi, il y avait les journées européennes de la lecture adolescente au Parlement européen, menées par Livret Jeunesse, où on se questionnait sur la démocratisation de la lecture. Je me rends compte qu'en fait, il n'y a rien pour ces élèves qui sont éloignés du livre. On n'avait pas de livre qui faisait moins de 300 pages. Donc, comment, en fait, autoriser des élèves qui sont déjà méfiants vis-à-vis du livre, qui ne voient que comme un objet sacré, à aller rencontrer le livre? Pas de livre de moins de 300 pages. Bon, vous êtes un peu dur avec les professeurs de français, parce que les propositions sont quand même un peu plus variées aujourd'hui. Là, je vous parlais vraiment de ce que nous, on proposait dans la malle de Cartolivre, qui est donc ce D'accord. projet développé avec Avulsup. Et en se remettant à hauteur des élèves, on leur a proposé des petites collections poches, comme Petite Poche de chez Thierry Magnier. On leur a proposé des livres de chez Actes Sud. Je crois que la collection, c'est En un souffle. On leur a proposé aussi de la BD. Voilà, d'une seule voix, merci. De la Chez BD, Nathan aussi, du manga, des flash-fictions. On a aussi du Oui, il y a, Pour toujours. je Il y a dis des ça choses parce chez qu'il Rajo. y a quand même pas mal Il d'éditeurs y a jeunesse beaucoup de qui, créativité dans oui, l'édition. et qui ont Il y a pris en beaucoup compte de la propositions. diversité. Oui. Il y a beaucoup de propositions et il y a aussi des livres en grand caractère et il y a aussi des livres en falque et il y a aussi des livres audio et donc on a aussi repensé les formats. C'est-à-dire que quand on prend l'adolescent face au livre, on a de multiples propositions à lui faire. La difficulté pour l'ado, c'est la foison de livres qu'il y a, c'est les lieux dans lesquels il ne va pas. Et de toute façon, quand on voit l'engouement qu'il y a sur Instagram autour des bookstagram, c'est-à-dire Bien tous sûr. ces influenceurs du livre, et que c'est majoritairement des adolescentes qui publient, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand même au niveau de la démocratisation de la lecture, du droit à la lecture. Vous confirmez, Et je- Régine Atchondo? Oui, et je pense d'ailleurs que l'utilisation des réseaux sociaux pour atteindre ces jeunes qui ne sont pas forcément enclins naturellement à lire est une très très bonne chose. C'est-à-dire que la question, c'est pas de considérer que le numérique n'est que le diable. Mais en revanche, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on utilise au maximum le numérique pour donner envie, comme une passerelle à ces enfants qui sont peut-être, par rapport à d'autres, plus éloignés de la fréquentation des livres. Moi, je pense qu'on devrait lancer une grande campagne auprès des adultes, tous les adultes d'ailleurs, pas uniquement les parents, et puis une campagne qui ne soit pas une campagne qui cherche à culpabiliser les parents. On sait combien c'est complexe d'élever des enfants aujourd'hui, a fortiori pour beaucoup d'entre elles, pour des femmes qui peuvent être seules avec plusieurs enfants. Donc il ne s'agit pas de juger. Je pense en revanche que les parents ont généralement plutôt envie que leurs enfants s'en sortent bien, et faire une campagne qui serait non pas culpabilisatrice et dans le jugement, mais une campagne qui dirait quelles sont les vertus de la lecture. Je pense que ça pourrait aussi modifier la relation qu'on peut entretenir au livre quand on n'est pas naturellement porté à lire. Naturellement ou socialement. Socialement et... Quelle est la place des auteurs? On sait qu'il y aura beaucoup d'auteurs au salon du livre et de la presse jeunesse. Est-ce que ça marche d'emmener? On sait qu'on en emmène aussi beaucoup dans les établissements scolaires. Est-ce que c'est ça une bonne politique d'incitation à la lecture? C'est
Une des actions importantes, bien sûr, c'est jamais un élément tout seul qui va déclencher la résolution d'une problématique sur laquelle on se penche. Il est évident que nous, on a choisi, en tous les cas, lorsque la lecture a été déclarée grande cause nationale par le président de la République, notre premier réflexe a été de nouer un partenariat avec l'Éducation nationale, que nous avons renouvelé il y a quelques mois, qui se passe très très bien. Aujourd'hui, on est à plus de 3200 masterclass, donc rencontres d'auteurs dans les collèges et les lycées en partenariat avec le Pass Culture. Et il est absolument évident, à la fois les enseignants le disent et les enfants, les adolescents, lorsqu'ils ont l'occasion de s'exprimer, que ça change beaucoup de choses. Ils se rendent compte que l'auteur est vivant, que l'auteur partage le même monde qu'eux. Il s'intéresse à la manière dont l'auteur écrit, quel est son imaginaire, combien il gagne est une question qui revient systématiquement, voire la première. Avec les journalistes aussi, quand on rencontre Bon, des mais élèves. vous voyez, et généralement l'enseignant a préparé la rencontre, donc c'est l'occasion de lire un livre en se disant qu'on va rencontrer l'auteur du livre ou l'autrice, mais qu'en aucun cas on va être jugé, puisque c'est pas un devoir de classe ou une fiche de lecture que l'on doit rendre, c'est juste organiser au mieux la rencontre avec l'auteur. Donc oui, ça change beaucoup de choses, et c'est ce pourquoi nous on le développe énormément. On est à plus de 1500, 1600 masterclass par an. Enfin, rencontres d'auteurs d'ailleurs, pourquoi dire masterclass. Nous organisons aussi des résidences d'auteurs dans les établissements scolaires, à la fois pour les plus petits et les adolescents au collège. Et là, c'est sur 6 demi-journées que l'auteur va se consacrer à un atelier qui peut être un atelier d'écriture ou un atelier de lecture à voix haute. Ça peut être aussi un atelier de mise en lecture d'une pièce de théâtre pour la jeunesse. Et là, ça fonctionne très très bien. Et donner aussi l'occasion aux enfants d'écrire. Les auteurs, souvent, lorsqu'ils sont en atelier, aiment bien demander aux enfants d'écrire. Pour beaucoup d'entre eux, ils aiment les faire travailler sur leurs émotions ou sur quelque chose de l'ordre de l'intime que plus beaucoup s'autorisent à cet âge-là d'exprimer. Et c'est aussi, je pense, l'écriture, un moyen de donner le goût de la lecture aux enfants qui ne l'ont pas, une fois de plus, complètement intégré dans leur vie. Mais il y a cette question du lien réel, hein, dans la vraie vie, Sylvie Vivant. Vassallo. Est-ce que c'est ça qui va sauver la lecture? On a parlé de Bookstagram, on en a déjà parlé dans cette émission. Pourquoi pas des bookstagrammeuses, en particulier des filles? Mais ce lien vivant, Oui, ce lien vivant à la littérature, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pas par hasard qu'on a tous fait la même expérience d'enfants ou de jeunes qui considèrent qui sont surpris de voir que les auteurs ne sont pas morts. C'est un peu l'idée de la manière dont on apprend aussi la littérature à l'école, je pense, qui amène cette dimension. Et le fait de rencontrer des auteurs de chair et d'os qui vont... En fait, c'est le fait que ça soit vivant, c'est le fait que ça soit concret, c'est le fait que ça soit proche, et c'est le fait qu'il y ait réellement une rencontre, c'est-à-dire que l'enfant ou les jeunes qui rencontrent l'auteur soient reconnus aussi dans cette rencontre. C'est-à-dire que là, il n'y a pas juste une histoire de transmission et de nécessité de lecture, il y a une histoire de rencontre humaine qui va se faire autour des histoires. Et je pense que ce que la littérature de jeunesse apporte, avec ses auteurs, avec ses autrices, avec ses dessinateurs et dessinatrices, parce que la dimension du dessin, c'est quelque chose qui est très très important en littérature de jeunesse aussi, pour aller vers la lecture. En fait, c'est une connexion qui se fait et qui leur permet de voir que d'autres histoires sont possibles, d'autres mondes, d'autres formats, d'autres langues. La rencontre avec un auteur, par exemple, c'est quelque chose de très, très important. Moi, j'ai un souvenir du salon incroyable. On avait invité les littératures africaines et on avait invité Amadou Kourouma et on avait fait avec des comédiens des lectures du livre d'Amadou Kourouma dans les classes. Et les classes étaient ensuite venues au salon le rencontrer. Et les questions que posaient les enfants, en dehors de savoir si son histoire d'enfant soldat, c'était son histoire, il y a cette question-là aussi qui est très importante. Et là, on apprend la question de la fiction et du décalage, c'est pas rien d'apprendre ça, mais la chose qui les avait le plus surpris, c'est qu'en cours de français, on était venu dire une langue où on disait des gros mots. Et on apprend comme ça la diversité de la langue. Donc l'auteur est important dans la rencontre parce que l'auteur apporte la sensibilité de son monde, et cette sensibilité de l'auteur, elle va autoriser la sensibilité de l'enfant. Donc oui, pour moi, la rencontre, elle est décisive, et le salon, il est basé sur la rencontre aussi bien dans... C'est bien pour ça que je vous en parle. Il est basé sur la rencontre avec les auteurs, mais aussi les dédicaces, mais aussi tous les moments où on va être ensemble autour du livre et de la lecture. Régine Atchondo, le CNL, Centre national du livre, soutient le livre
Et les auteurs, c'est un nouveau travail, nouveau, pas vraiment nouveau, mais il se développe, des auteurs et autrices, de passer autant de temps avec le public, parce que entre la concentration de l'écriture et puis toutes ces rencontres qui prennent énormément de temps, et je pense qu'ils ont aussi un coût, je ne sais pas si c'est un coût, mais en tout cas, c'est du temps passé avec les gens, du lien, de l'émotion. Donc voilà, ça occupe l'esprit. C'est pas du tout la même chose que d'écrire. Il y a un coût, évidemment, un coût humain, comme vous dites, sur le temps passé, un coût financier. Mais pour notre plus grande satisfaction, on a pu le développer et ça préexistait à mon arrivée, mais c'était un peu le maillon faible. Or, je pense qu'on ne peut pas s'occuper d'une industrie culturelle, quelle qu'elle soit, sans se préoccuper de celui qui achète et consomme, pour utiliser un mot qui peut apparaître vulgaire dans une émission Être et Savoir. Mais en l'occurrence, je trouvais que les lecteurs, tant ceux qui fréquentent les bibliothèques que ceux qui sont susceptibles d'acheter des livres, doivent être pris en considération dans toute la chaîne du livre, à la fois pour des raisons économiques évidentes, mais aussi pour des raisons culturelles, et j'allais dire presque, sans utiliser trop de mots un peu grandiloquents, c'est civilisationnel la lecture. C'est quand même la lecture, le langage, la maîtrise de la langue, c'est quand même le premier facteur qui nous permet d'avoir accès à notre propre... Mais c'est aussi ce qui explique la panique qui nous saisit quand on lit des statistiques sur la lecture, ou quand on apprend, comme dernièrement, avec la publication des évaluations nationales des élèves, que un tiers des élèves de CM2 sont pas très à l'aise. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils savent pas tous lire, mais ça veut dire que parmi les élèves, un tiers sont franchement pas bien pour comprendre un texte, pas forcément très long, et que ce travail, il sera pas forcément réglé à la fin de l'année de CM2, parce qu'on sait qu'au collège, ça continue, alors pas forcément dans les mêmes proportions, et bah, c'est la fin de la civilisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces histoires de lecteurs, mauvais lecteurs ou faibles lecteurs en termes de technique de lecture? Bien sûr, on peut très bien donner l'impression de lire à voix haute un texte et ne pas le comprendre. C'est toute la difficulté. C'est qu'il faut arriver à être pénétré par les mots pour vraiment s'emparer d'un texte. Je pense que vos invités vont pas me contredire. Donc, comment fait-on? Je pense qu'il y a vraiment un travail absolument énorme à faire. Et comme je le disais, je pense qu'il dépasse largement la seule problématique du livre au sens de l'industrie culturelle. Je pense que c'est vraiment un facteur très important de santé publique, de santé psychique. Et beaucoup de chercheurs, dans certains cas, ont tendance à montrer les apports du numérique. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de ne pas considérer que le numérique peut être un apport énorme, mais en revanche, pour aussi pouvoir profiter intelligemment des écrans de son smartphone et d'Internet et de tout ce qu'il offre, il faut aussi quand même avoir des fondamentaux sur le plan de l'éducation. Et là encore, de la maîtrise de la langue, de la compréhension, et d'être capable de naviguer en sachant très bien quand on est en train de se laisser enfermer par un algorithme, et le moment où on perd complètement notre liberté, donc notre libre arbitre. Et ça, je pense que c'est vraiment toute la question, toute la subtilité. Il ne s'agit pas de céder à la panique morale, mais je pense en revanche qu'il ne faut pas nier qu'il y a dans la fréquentation des écrans, là aussi, une inégalité sociale qui est majeure. Parce qu'on ne consulte pas forcément les mêmes contenus. En préparant l'émission depuis quelques jours, enfin, je suis tombée sur une actualité qui concerne une influenceuse, Léna Situation, Oui. qui a, comme d'autres influenceurs, arrêté les Oui. écrans. Moi, elle s'est filmée. La pause pendant d'un mois. Voilà, une grande pause. Et donc, du coup, on la filme en train de faire quoi? Oui. De lire. Après, c'est un peu le tout ou rien. Je ne sais pas si c'est une solution pour tout le monde. Je voulais absolument parler de l'inclusivité. On a commencé à évoquer cette question en début d'émission. Laetitia Véniat, qu'est-ce qu'une maison d'édition inclusive? Une maison d'édition inclusive, c'est une maison d'édition qui va vouloir ouvrir les pages de ses livres en grand pour que les différentes communautés de lecteurs et de lectrices puissent s'y retrouver.
Et puis, Alors précisément, qu'est-ce que ça qu'est-ce peut que ça vouloir veut dire? vouloir dire? Ça veut dire qu'on va travailler sur une mise en forme du livre, où on va faire attention à la police d'écriture qu'on choisit, à l'interlignage, aux marges, au fait d'isoler les numéros de page des lignes de texte. On va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de texte sur les images. On va faire attention à ce que ces images, elles puissent être occultées pour renforcer la concentration sur le texte. On va pouvoir venir Donc vous vous adressez aux dyslexiques alors, ou nous, on c'est s'adresse important de le dire vraiment aussi. à des lecteurs qui veulent optimiser leur expérience de lecture. Les meilleurs retours qu'on a, c'est les grands-parents qui reprennent du plaisir à lire nos livres à leurs petits-enfants, en fait. Parce que ça fait moins mal aux yeux, c'est plus reposant, tout simplement. Voilà. Donc ça peut étonner, mais c'est la vérité. Notre propos, c'est vraiment le dialogue. On a une collection de théâtre, on a une collection philo, on a une collection fiction, qui n'est pas des adaptations, qui sont en gros caractère. Et vraiment, le mot d'ordre dans la maison d'édition, c'est lire pour grandir ensemble, c'est favoriser les lectures partagées. Mais jusqu'où, alors on peut penser un Ouais. peu contre soi-même et contre vous, en l'occurrence, Laetitia Mhm. Vénette, mais jusqu'où on va aller? On va écrire des livres en caractère 24 avec un vocabulaire simplifié parce que les ados ne veulent plus lire? Enfin, est-ce que, C'est une proposition Il faut- qu'on peut leur faire Non, non, parmi mais tout ce qui existe. En est-ce que fait. ça peut représenter pour certaines personnes l'idée d'une baisse de niveau? Alors, je pense que quand on parle de la question de la démocratisation de la lecture, on est encore sur nos classiques du 19e siècle et c'est une super grosse erreur en fait. Il y a les listes de l'éducation nationale qui ont introduit de la littérature contemporaine depuis 2002 dans les œuvres, mais nos représentations qu'on a, je crois qu'elles sont encore un peu élitistes en fait par rapport à ce que c'est la lecture. Euh, et c'est ça aussi qu'il faut faire bouger, c'est ces lignes en fait, c'est qu'est-ce qu'on lit, comment on le lit, dans quel lieu on le lit, avec qui on le lit. Ça, c'est revenu plusieurs fois dans les propos de mes deux comparses sur le Camarades, plateau. Voilà, c'est comparses, ça. co-invités. J'ai beaucoup aimé une phrase de Samuel Pinto il y a quelque temps qui disait le plaisir de lire, ça ne se décrète pas, Samuel ça se Pinto. construit. Dans quelle maison ça se construit? Et ça, c'est dans notre maison d'édition, bel et bien, on essaye de construire ce plaisir. Alors, pour penser un peu avec vous, les romans du 19e siècle et leurs lectrices n'étaient pas forcément très bien considérés à leur époque non plus. C'est toujours intéressant de voir le prestige très paradoxal des objets littéraires. Ce livre, il est très lié à l'école. Est-ce que parce que vous l'avez dit, il faut lire pour réussir. Est-ce que quelque part, ça n'affaiblit pas aussi un peu la lecture d'avoir autant particulier cette question que j'ai déjà posée à d'autres invités au cours des nombreuses années de l'émission, mais est-ce que ça n'affaiblit pas un peu le désir de lire et de liberté qui traverse les adolescents? Enfin, je parle surtout du désir de liberté. En tout cas, ça pose la question de la lecture du côté à la fois de l'obligation et du côté du résultat. Et c'est vrai que c'est pas donné forcément à tout le monde et tout le temps. Dans l'expérience des livres à soi dont je vous parlais tout à l'heure, on se rend compte, on commence les formations qu'on fait pour les professionnels dans ce domaine, on commence par leur demander qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'un parent ne lit pas à son enfant la lecture le soir. Tout le monde sait que c'est important, donc qu'est-ce qui fait que parfois ça n'arrive pas? Et les deux premières choses qui arrivent, c'est le temps. C'est pas forcément la chose à laquelle on pense en premier. Et la seconde chose, c'est l'expérience scolaire. C'est-à-dire la mauvaise expérience scolaire de parents qui, du coup, se sentent en incapacité de lire pour leurs enfants. Donc oui, je pense que l'idée que la société a ou donne de la lecture, elle est très liée à l'école. Et c'est normal parce que apprendre à lire, c'est évidemment important pour accéder à la littérature. Donc on est dans un rapport qui ne peut pas s'extraire complètement de l'école. Sans doute que la lecture à l'école ou la littérature à l'école peut peut-être prendre plus de place justement pour que dans sa grande diversité d'histoires, elle puisse être reconnue par les enfants. Et puis je voudrais dire une chose, parce que tu as beaucoup parlé des ados. Je pense qu'il y a une dimension dont on a parlé sur la lecture qui est l'action de l'écriture et qui peut aussi concerner l'école, parce qu'il y a une part des ados qui arrivent à la lecture par l'écriture. Et peut-être qu'à l'école,
Vous en avez toutes les deux parlé à deux moments différents, mais peut-être qu'à l'école, cette question de l'écriture littéraire peut être un axe par lequel on entre en lecture. Et sachant qu'on écrit pas forcément beaucoup aujourd'hui à l'école, en tout cas c'est un point d'attention pour certaines recherches, et puis aussi on écrit moins pour le bac français parce qu'il n'y a plus d'écriture d'invention. Alors Mais ça il y a ça va pas encore, vraiment... Non mais ça a complètement régressé. Alors Régine Atchondo, pourtant vous passez par les écoles pour par exemple des opérations telles que le quart d'heure de Voilà, lecture. justement. Donc ça reste une bonne entrée ou pas? Si, j'allais justement parler de cette expérience que l'éducation nationale suit depuis plusieurs années maintenant et qui est très probante. Parce que là, il y a justement le sentiment de liberté dont vous parliez. Pendant le quart d'heure de lecture, lorsque les enseignants le pratiquent, il peut être quotidien ou hebdomadaire. Généralement, il est en tout début d'après-midi, après le déjeuner, et représente un temps de calme, une pause, avant de reprendre les cours. Et il y a la liberté de choix des élèves sur le livre qu'ils vont lire, qu'ils peuvent soit emprunter à la bibliothèque de l'établissement scolaire, soit prendre avec eux de leur domicile. Et là, cette liberté et le fait que c'est une lecture que tout le monde fait au même moment, qui peut donner lieu à des débats aussi ensuite et à des conseils de lecture, comme un club de lecture de classe, fonctionne très très bien, et l'ensemble des enseignants qui le pratiquent disent à quel point en 3-4 mois, pour certains élèves qui pouvaient être vraiment très très à distance de la lecture, la familiarité quotidienne ou hebdomadaire les a réconciliés. Donc je pense qu'il y a des petites choses qui sont parfois simples. Et d'ailleurs, l'idée du quart d'heure de lecture, développée par l'Éducation nationale, on s'en est emparé en partenariat avec l'Éducation nationale pour créer un quart d'heure de lecture nationale, un jour par an. Ce sera le 11 mars prochain. On l'annonce à l'avance, mais c'est très bien. Voilà, et qui a aussi pour objectif de dire à tous les Français: prenez un quart d'heure aujourd'hui pour lire. Alors on a des tas de slogans, éteignez votre portable, allumez votre cerveau, lisez, bougez, mangez. Et on se rend compte que pour ceux qui s'en emparent, on met à disposition des listes de conseils de lecture. On sensibilise les entreprises pour un retour aussi du livre dans l'entreprise. Là, on a signé avec plusieurs grosses entreprises et des plus petites pour... C'est-à-dire pour avoir des bibliothèques? Une charte Lire en entreprise où on peut donner des conseils et accompagner les entreprises pour la création d'une petite bibliothèque, la création d'un club de lecture, pourquoi pas la création du prix des salariés de l'entreprise, de la rentrée littéraire ou à tout autre moment. Et on se rend compte qu'on a des entreprises qui sont très partantes parce qu'elles ont aussi besoin de redonner le goût à leurs salariés de venir sur le lieu du travail. Et elles considèrent que le livre peut justement être un objet de partage, de débat et de réflexion interne dans le cadre de la politique RSE de l'entreprise. Et donc le quart d'heure de lecture nationale, il nous permet d'ouvrir comme ça plein de portes, plein de fenêtres sur des univers auxquels on ne se serait pas intéressé spontanément et qui nous semblent être extrêmement importants pour faire en sorte que le livre se faufile partout, si je puis dire, qu'il arrive à se glisser à un moment dans la journée de toute personne qui travaille dans l'entreprise ou qui est chez elle ou un enfant qui est à l'école. Voilà, je pense que l'idée, ce serait vraiment comme fil rouge de faire en sorte qu'on puisse toujours avoir un livre tout près de chez soi. Laetitia Véniat. Alors en fait, je voudrais vous partager des retours d'expérience par rapport au quart d'heure de lecture. Figurez-vous que j'ai été professeure des écoles pendant 21 ans, donc ce quart d'heure de lecture, je l'ai vu arriver dans les établissements scolaires où j'ai pu enseigner. Ce que j'ai observé, c'est que déjà, en fait, il fallait être engagé soi-même dans un parcours de lecture. Et ensuite, quand on faisait ce quart d'heure de lecture, si on voulait que ça fonctionne, il fallait lire soi-même. C'est-à-dire que si l'enseignant il corrige ses copies, si lui aussi consulte son smartphone, il n'y en a pas beaucoup qui le font, soyons très honnêtes, mais en tout cas, si l'enseignant n'est pas lui-même plongé dans le livre, ça ne va pas fonctionner. La seconde chose, c'est que quand en fait le quart d'heure de lecture est apparu, je sais que les choses ont évolué, mais vous allez voir comment moi je suis arrivée à venir faire mes propositions à Voulsup, j'apportais les livres de chez moi.
Donc, dans le premier degré, il n'y a pas nécessairement de bibliothèque scolaire, surtout si on est en REP et REP+, même si la ville de Lille fait un magnifique plan lecture chaque année. On n'a pas tous la bonne dotation au bon moment et on se retrouve avec des livres qui sont issus de désherbage, par exemple. Ce que Qu'est-ce j'ai que pu ça signifie, observer, pardon? le désherbage, c'est quand en fait on va retirer du fond de la bibliothèque des livres qui sont soit trop vieux, soit très Et abîmés donc, on et les qui du donne aux coup, classes? alors ça peut être les classes, mais sinon ça peut aller au pilon aussi, voilà, ce genre de choses. Quand je suis arrivée sur le plan, sur le projet à vous le sup et qu'on m'a donné carte blanche en me disant vous prenez appui sur le livre, je me suis dit c'était quoi mes besoins de terrain, qu'est-ce que j'ai pu observer? C'est qu'il n'y avait pas assez de livres en fait dans les établissements scolaires et notamment dans les collèges. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place des malles avec Livroscope, avec ICO, qui sont des malles où on va trouver des livres récents qui répondent à des problématiques d'orientation, d'environnement, de santé, etc. Mais c'est avec l'offre actuelle qu'on a. Et ces malles, on les laisse à disposition des enseignants qui peuvent en fait les utiliser à chaque fois que les élèves en ont besoin pour le fameux quart d'heure de lecture. Et c'est encore, à mon avis, quelque chose qui doit progresser, en fait, ce quart d'heure de lecture. Et puis, soyons honnêtes, quand vous lisez un livre, vous le lisez un quart d'heure par semaine? Donc c'est pareil, il y a encore toute une progression à faire parce que sinon la rencontre elle est anecdotique. Moi j'aimais beaucoup en fait quand Régine Achondo et Sylvie Vassallo, elles ont employé le mot rencontre. C'est revenu plusieurs fois, rencontre avec les auteurs mais aussi rencontre dans les salons. C'est vraiment en fait ce qui va animer les enfants et parfois c'est le fait du hasard. J'ai la chance de participer au Salon du Livre depuis plusieurs années et ce qu'on voit c'est que quand les enfants arrivent sur le stand, c'est une ébullition, un émerveillement. Ils touchent tout, ils regardent tous les livres, ils osent nous parler, alors qu'un éditeur, pour eux, c'est très très loin de leur réalité. Quand on a travaillé aussi avec des auteurs, ce qui a été très beau dans les rencontres qui ont pu se faire, c'était qu'un auteur, ça entend et ça valorise la parole. Et la notion de dialogue, elle est vraiment importante. Mais tout de même, cette présence du livre physique, puisque c'est un objet, et cette vraie rencontre, parce que si on lit, et moi je lis, on sait très bien que c'est pas si facile de se concentrer, de rencontrer un livre qu'on aime et qu'on a envie de lire tous les jours. Enfin, c'est pas si difficile non plus, mais c'est pas tous les livres. Donc il faut qu'il y ait quand même une masse à disposition suffisante pour avoir un choix et pour pouvoir trouver son livre, le livre avec lequel on va passer du temps et faire cette rencontre. Oui, là aussi, il y a une rencontre avec l'auteur. Un travail pour le CNL. Et il y a la rencontre avec le livre, et c'est pour ça qu'on travaille avec, vous les connaissez toutes, Raphaël Bott et Anne-Sophie von Linden. On travaille avec elles pour qu'elles réfléchissent avec nous aux meilleures offres que l'on peut faire sur les thèmes, comme vous disiez, les Donc thèmes ce sont très des spécialistes actuels. de la lecture jeunesse universitaire. Voilà. Exactement. Et c'est elles qui souvent sont nos conseillères pour trouver les bons livres qui puissent s'adresser aux enfants de différents âges et sur les thématiques contemporaines qui sont celles qui aujourd'hui traversent la vie de tous ces jeunes gens, qu'ils soient tout petits ou plus grands. Je pense qu'il y a une dimension qui est importante, vous l'avez un petit Vassallo. peu souligné, c'est pour des enfants qui sont en difficulté par rapport à la lecture et pour qui cet acte, parce que vous avez raison de dire que c'est pas si facile. C'est pas si facile d'ouvrir un livre. Il y a parfois des enfants qui ont vraiment peur de ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Et la lecture peut être difficile. C'est un effort aussi d'aller vers la lecture. Il y a un média qui peut être intéressant, c'est la voix des enseignants, la voix de comédiens. Nous, on fait beaucoup de lecture à voix haute. Ça peut être une façon, bien sûr, pour les tout petits, entre les parents et les enfants, d'aller vers la lecture, mais ça peut être aussi une façon pour les plus grands. Et je crois qu'on est beaucoup à utiliser ce type d'idées, des idées qu'on peut diffuser. Et c'est ce qui se passe aussi dans les bibliobus ou les médiabus. On en a parlé avec Thibaut Canouty, qui est conservateur en chef et directeur des bibliothèques de Martigues. Il possède un poids lourd, enfin la ville de Martigues possède un vrai poids lourd, qui est un médiabus dont la mission est d'aller à la rencontre, on a beaucoup parlé de rencontre, de tous les habitants de la ville. Ça fait bien longtemps que les bibliothécaires se sont aperçus qu'il y a
En tout cas, il y aurait une espèce de plafond de verre sur les fréquentants de bibliothèques. La moyenne en France de l'impact, ce qu'on appelle le taux de pénétration, l'impact des bibliothèques sur leurs habitants, ça donne environ 14% à peu près. Bon, à Martigues, nous, on se porte plutôt bien puisqu'on a 20% des habitants de la ville qui sont inscrits à la médiathèque. Mais vous voyez que même dans une situation très favorable, vous vous retrouvez avec de fait 80% de vos usagers potentiels qui ne bénéficient pas des services de la bibliothèque. Donc ça fait évidemment depuis bien longtemps aussi que les bibliothécaires ont mis en place toute une série de dispositifs pour aller au-devant des publics faibles lecteurs ou tout simplement de publics qui méconnaissent, mésestiment l'offre que peut représenter la bibliothèque ou qui, pour d'autres raisons, qui peuvent être très très multiples, s'en tiennent éloignés ou en tout cas considèrent de prime abord que c'est pas une offre qui est faite pour eux. Donc le bibliobus, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des outils au service de cette démocratisation culturelle, c'est-à-dire que c'est vraiment dans nos pratiques d'aller au-devant de publics qui ne sont pas inscrits. D'ailleurs, la finalité, c'est pas nécessairement de les amener à la bibliothèque, ou ça peut être après, dans un autre temps, mais c'est surtout de les faire bénéficier de... Alors, ça peut être vraiment des choses très 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 différentes. C'est des ateliers de poésie, c'est des résidences d'artistes, des ateliers d'écriture, ce sont des séances de racontage. C'est un petit lieu, c'est un lieu très étroit nécessairement, le bibliobus. Donc c'est une porte qui se déplie avec un petit escalier qui est amovible et qui permet l'accès. Donc du coup, c'est aussi un lieu d'échange. C'est ça qui est intéressant. Le bibliobus, il a évidemment cette fonction d'accessibilité culturelle. On va vers des populations qui sont parfois éloignées géographiquement. Il faut savoir que certaines villes, et c'est le cas de Martigues, peuvent être très, 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 très étendues. Donc là, c'est un service basique qu'on rend. Mais c'est aussi évidemment un outil de lien social. C'est une création de points de rencontre. Le passage du bibliobus, c'est un événement régulier. Ça peut créer une dynamique sociale, parfois, dans certains quartiers isolés. Et puis, par définition, ça s'adresse à tous les publics, donc les enfants, personnes âgées, des personnes en situation de handicap, qui peuvent se retrouver parfois dans des quartiers excentrés et y trouver aussi un lieu de rencontre, un point de service public. Et puis, c'est vraiment un outil d'accès aux œuvres de l'art et de l'esprit, un des derniers lieux de vraie mixité sociale, où tout le monde peut se retrouver, ce qui devient de plus en plus rare, et ça peut répondre aussi à toutes sortes de demandes, de besoins qui sont essentiels. Est-ce qu'il y a de la mixité sociale au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, Sylvie Vassallo, et de la mixité aussi de contenu? Je pense que oui, on parle du livre, mais on ne se limite pas à un type de livre. Ah oui, le salon, c'est une ébullition, une ruche, un grand monde de la diversité. Je pense que c'est l'événement pour les enfants qui est le plus populaire de loin en Île-de-France et même à l'échelle nationale. Donc oui, la mixité est là. Et je me reconnais beaucoup dans ce qui vient d'être dit sur le fait d'aller très proche des familles. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en permanence puisqu'on est une association qui travaille toute l'année. Donc le salon, c'est le moment où tout ça se voit et où tous ces publics se retrouvent. Oui, la mixité, aucun problème au Salon du Livre de jeunesse. Avec des bandes dessinées, des mangas, des textes plus longs. Diversité de genres, et peut-être ça peut être le sujet d'une prochaine émission, mais il y a dans les pratiques de lecture des jeunes des sujets qu'on n'a pas abordés. La bande dessinée, qui est vraiment un mode d'entrée en lecture et en écriture pour les enfants, et la poésie, qui revient avec le slam, avec le rap. Régulièrement. Et voilà. Donc, on va parler de la poésie, on va parler des BD. Je vous le promets, Sylvie Vassallo, et on va parler des bibliothécaires très prochainement. Je vous souhaite un excellent Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Et puis bonne lecture. Merci beaucoup à toutes. Et pardon. Merci Louise.